Imaginez une étroite bande de terre prise en sandwich entre la vaste mer bleue et de majestueuses montagnes couvertes de cèdres odorants. Imaginez l'odeur du vent salé mélangée à l'odeur acidulée de la résine, le grincement des cordes et le clapotis mesuré des vagues contre le rivage rocheux. Et maintenant, imaginez des gens pour qui la mer est devenue non pas un obstacle, mais une route. Une route vers des terres inexplorées, vers la richesse, vers la gloire immortelle. Bonjour, chers auditeurs, et je vous invite à écrire dans les commentaires de quelle ville vous venez et quelle heure il est. Parce que l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui nous unit à travers les millénaires et les continents. Aujourd'hui, nous allons nous rendre sur les rives de l'ancienne Méditerranée, à l'endroit où l'une des civilisations les plus étonnantes de l'Antiquité s'est épanouie sur une étroite bande côtière entre le Liban et la Syrie actuelle. Ce peuple n'a pas construit de pyramides grandioses, ni de murs cyclopéens, mais son nom a résonné à travers les siècles et est parvenu jusqu'à nous sous les formes les plus inattendues. Chaque fois que nous prenons un livre, nous touchons à leur héritage. Chaque fois que nous voyons les lettres de l'alphabet, nous voyons leur ingénieuse invention. Ce peuple s'est fait appeler de diverses manières. Cananéens, habitants de Tyr ou de Sidon, mais l'histoire le connaît sous le nom que lui ont donné les Grecs, les Phéniciens. Fermez les yeux et essayez de ressentir le monde merveilleux qui existait il y a 3000 ans. Une étroite bande de terre fertile, pas plus large qu'une centaine de kilomètres, s'étend le long de la côte orientale de la mer Méditerranée. D'un côté, des eaux bleues illimitées, dépassant l'horizon jusqu'à l'endroit où, comme le croyaient les anciens, les monstres marins habitent et se trouvent aux confins de la terre. De l'autre côté, les majestueuses montagnes libanaises enveloppées de forêts de cèdres, verts, émeraudes, dont les troncs s'élèvent comme les colonnes d'un temple céleste. C'était une terre de contraste. Il n'y avait pas de vastes plaines pour faire paître d'immenses troupeaux, pas de fleuves puissants pour alimenter les vastes champs de céréales. Mais cette terre avait quelque chose de plus précieux. Elle faisait face à la mer, et la mer devenait pour ses habitants non pas une frontière, mais le début d'une infinité de possibilités. Imaginez l'aube sur ces rivages, les premiers rayons du soleil dorant l'eau, la brise légère apportant l'odeur des algues et des terres lointaines, les silhouettes des navires revenant de longues traversées avec des cales pleines de merveilles à l'horizon. C'est ici, sur cette terre étonnante, qu'est née la civilisation que les Grecs appelaient Thalassocratia, la puissance de la mer. Ce mot sonne presque comme une incantation, n'est-ce pas? Thalassocratie. On entend le bruit des vagues, le grincement des masses, le sifflement du vent dans les voiles.
Les Phéniciens n'ont pas conquis des terres avec des armées de fantassins, ni construit des empires par la force des armes. Leur empire était d'une autre nature. C'était un empire de routes commerciales, de ports et de colonies disséminées dans toute la Méditerranée, comme des perles sur un fil invisible de routes maritimes. En ces temps lointains où les pharaons égyptiens rêvaient encore d'éternité dans leurs tombes, et où les rois assyriens comptaient leurs conquêtes sur des tablettes d'argile. Les navires phéniciens sillonnaient déjà les eaux de Gibraltar à Chypre. Leurs capitaines connaissaient tous les vents, tous les courants, tous les hauts fonds dangereux de ce vaste monde marin. Ils étaient les premiers à s'aventurer en haute mer, ne s'éloignant pas du rivage, comme le faisaient tous les autres marins de l'époque. Imaginez ces gens. Ce n'étaient pas des guerriers habitués à régler leurs différends par l'épée, ni des prêtres qui passaient leurs journées à prier et à faire des rituels. C'étaient des marchands, mais des marchands d'un genre particulier, à la fois marchands, marins, diplomates et découvreurs. Leurs dirigeants étaient avant tout des capitaines, et leurs héros n'étaient pas ceux qui gagnaient les batailles, mais ceux qui osaient naviguer plus loin que quiconque, qui découvraient de nouvelles terres et traçaient de nouvelles routes commerciales. Dans les villes situées le long de la côte, la vie s'écoule à un rythme particulier. Tôt le matin, alors que l'air est encore frais et humide, les ports s'animent. Les chargeurs transportent des amphores de vin et d'huile d'olive, des balles de tissu, des lingots de métal. Des dizaines d'odeurs flottaient dans l'air. Le goudron et le bitume dont on imbibait les bateaux, les épices d'Extrême-Orient, le cuir que l'on travaillait dans les ateliers. Et par-dessus tout cela, il y avait un parfum particulier, l'odeur légèrement amère de la mer, mélangée à celle du cèdre avec lequel les navires étaient construits. Les plus importantes de ces villes étaient les 3 perles de la côte phénicienne, Byblos, Sidon et Tyr. Chacune avait son propre visage, son propre caractère, son propre rôle dans cet empire maritime. Byblos, dont le nom est à jamais associé au livre et à l'écriture, était le plus ancien centre de commerce. Des navires chargés de papyrus égyptiens, le matériau même sur lequel on écrivait dans l'Antiquité, passait par son port. C'est de là que le mot biblos s'est répandu dans le monde entier, donnant naissance aux mots bibliothèque et Bible. Sidon était célèbre pour ses artisans et ses artistes. Dans ses ateliers, on créait des produits en verre et en métal qui impressionnaient tous ceux qui les voyaient par leur beauté et leur élégance. Les artisans de Sidon étaient capables de fabriquer du verre si clair et si pur qu'il ressemblait à de l'eau gelée, et si fin qu'on pouvait lire à travers lui. Leurs secrets ont été transmis de génération en génération, de père en fils, et certains de ces secrets
restent un mystère pour nous. Mais la plus grande de toutes les villes phéniciennes était Tyr, la fière capitale maritime, la reine des vagues. Tyr était construite sur une île qui n'était reliée au continent que par une étroite chaussée, ce qui la rendait pratiquement imprenable depuis la mer. Ses ports pouvaient accueillir des centaines de navires, et sa flotte était la plus puissante de la Méditerranée. C'est de Tyr que sont partis les premiers navires qui ont atteint l'océan Atlantique, et ce sont les navigateurs tyriens qui ont fondé de nombreuses colonies qui sont devenues par la suite de grandes villes. Entrons mentalement dans l'une de ces villes à 1 heure où le soleil est haut sur l'horizon, mais pas encore brûlant. Les rues étroites serpentent entre les maisons en pierre calcaire blanche qui apparaît légèrement dorée à la lumière du soleil. Les maisons se serdent les unes contre les autres, leurs toits plats formant des terrasses où l'on fait sécher des filets, où l'on suspend des tissus, où l'on cultive du raisin et des olives. L'air est rempli de bruit, le cliquetis des marteaux dans les ateliers, les cris des commerçants qui appellent les clients, les rires des enfants qui jouent dans l'ombre des maisons. Mais c'est en arrivant au port que le spectacle est le plus étonnant. Ici, sur les quais de pierre, des navires de toute taille et de toute forme flottent sur les vagues. Il y a des navires légers et rapides pour la navigation côtière, des navires marchands lourds avec de larges cales, des navires militaires avec des béliers pointus à la proue et des rangées d'avirons sur les côtés. Mais les plus impressionnants sont les grands navires marchands que les Phéniciens appelaient golos. Ces géants des mers, longs de 30 mètres, pouvaient embarquer des cargaisons de plus de 200 tonnes. Leur coque large, presque ronde, était adaptée aux longs voyages et au transport de grandes quantités de marchandises. Leurs voiles, d'immenses feuilles de tissu souvent teintées de pourpre, étaient particulièrement impressionnantes. Plus qu'une simple décoration, cette couleur était un symbole de la puissance et de la richesse des Phéniciens. La pourpre était extraite de mollusques marins et ce processus était si complexe et si coûteux que le tissu pourpre était évalué à son poids en or. Pour obtenir un seul gramme de teinture pure, il fallait traiter jusqu'à 10 000 mollusques, mais le résultat en valait la peine. La pourpre tyrienne ne se décolorait pas au soleil, mais devenait au contraire plus lumineuse et plus saturée au fil du temps. Lorsqu'un tel navire hissait ses voiles et naviguait en haute mer, il offrait un spectacle majestueux. La voile pourpre, poussée par le vent, brûlait au soleil comme un immense bijou, et le navire, tel un oiseau de mer, fendait les vagues avec assurance en direction des rivages lointains. Ces navires étaient de véritables chefs-d'œuvre de la construction navale, réalisés dans le meilleur matériau disponible à l'époque, le cèdre du Liban. Les cèdres du Liban étaient une légende chantée dans les textes et les chansons anciennes.
Ces arbres puissants poussaient dans les montagnes, où l'air était pur et frais même pendant les journées les plus chaudes. Leurs troncs atteignaient une hauteur de plus de 30 mètres et leur bois avait des propriétés étonnantes. Il était solide, léger et, ce qui était particulièrement important pour la construction navale, résistant à la pourriture. La résine de cèdre avait des propriétés de conservation qui rendaient les navires construits avec ce bois pratiquement éternel. La récolte du cèdre était un véritable rituel. Les bûcherons grimpaient haut dans les montagnes, dans un endroit où l'air était si pur que chaque respiration brûlait les poumons de froid. Le bruit des haches coupant les troncs séculaires résonnait dans les gorges, et l'odeur du cèdre fraîchement coupé, mélangée à l'air de la montagne, créait un bouquet d'odeurs inoubliables. Les énormes troncs étaient ensuite descendus le long des pentes à l'aide d'un système de cordes et de blocs et transportés jusqu'au chantier naval de la côte, où les maîtres charpentiers les transformaient en navires de mer. Les constructeurs phéniciens n'étaient pas seulement des artisans, mais aussi des artistes et des ingénieurs. Chaque navire était construit non seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme une œuvre d'art. Les proues des navires étaient décorées de figures sculptées, le plus souvent des images de chevaux symbolisant la vitesse et la noblesse, ou des symboles sacrés destinés à protéger le navire et son équipage des dangers de la mer. Mais l'invention la plus étonnante des constructeurs phéniciens était leurs navires de guerre à plusieurs ponts, les birèmes et les trirèmes. Ces navires à 2 ou 3 rangées de rames étaient de véritables merveilles d'ingénierie. Imaginez un navire de plus de 40 mètres de long qui accueillait jusqu'à 170 rameurs, chacun maniant un aviron de plus de 4 mètres de long. Lorsqu'un tel navire était à pleine vitesse, la synchronisation des mouvements des rameurs créait un rythme semblable au battement d'un énorme cœur. Et le navire glissait sur l'eau à une vitesse qui paraissait incroyable pour un navire de cette taille. Le bélier, la proue métallique pointue d'un navire capable de percer le flanc d'un navire ennemi à pleine vitesse, était particulièrement impressionnant. L'art de diriger un tel navire nécessitait de nombreuses années d'entraînement et les capitaines phéniciens étaient reconnus comme des maîtres du combat naval dans toute la Méditerranée. Mais les navires de guerre ne représentaient qu'une petite partie de la flotte phénicienne. Elle reposait sur des navires marchands, et c'est le commerce qui était la véritable vocation de ce peuple. Les marchands phéniciens n'étaient pas de simples transporteurs de marchandises. Ils étaient un lien entre les civilisations, un pont entre des mondes et des cultures différents. Pour les Phéniciens, le commerce n'était pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'était un art, presque un métier sacré, transmis de génération en génération. Imaginez un marchand phénicien debout sur le pont de son navire dans le silence de l'aube. La légère brise marine joue avec les plis de ses vêtements,
coloré de ce fameux violet qui coûte plus cher que l'or. Ses yeux ne sont pas avides ou cupides, mais quelque chose de plus. L'excitation d'un découvreur, la sagesse d'un diplomate et le calcul d'un marchand qui voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Les Phéniciens sont devenus l'âme du monde antique, reliant des civilisations disparates, non par la conquête et la guerre, mais par l'échange et le commerce. Ils ont transporté du bois de cèdre jusqu'à l'Égypte sans forêt, où les pharaons rêvaient de tombes éternelles, et en ont rapporté de l'or et du papyrus. Ils ramenaient de l'argent de la lointaine Espagne, qu'ils appelaient Tarsis, et du cuivre de la Chypre ensoleillée. Mais leur marchandise la plus mystérieuse et la plus précieuse était l'étain, un métal qu'ils extrayaient quelque part dans le nord, peut-être dans les îles britanniques brumeuses, où peu de gens osaient naviguer. Mais parmi toutes les marchandises échangées par les Phéniciens, il en est une qui leur a apporté gloire et fortune au-delà de toutes les autres. Il s'agit de la pourpre, une teinture qu'ils extrayaient des coquillages présents dans les eaux au large de leurs côtes. Le processus d'obtention de cette teinture était si complexe et minutieux qu'il semblait presque alchimique. Imaginez un rivage parsemé de coquillages où les pêcheurs extraient soigneusement de chaque palourde une minuscule glande contenant un liquide précieux. Ce liquide est d'abord incolore, mais exposé à la lumière du soleil et à l'air, il prend peu à peu cette teinte unique que les anciens appelaient la couleur du sang des dieux. Des milliers et des milliers de petits coquillages ont dû être ramassés et traités pour produire seulement quelques grammes de teinture. Autour des ateliers de traitement des coquillages, l'air est chargé de l'odeur particulière de la mer, mélangée à des senteurs difficiles à décrire avec des mots à la fois âcres et séduisantes. Les ouvriers de l'entreprise se tenaient au-dessus des cuves pendant des heures, remuant le liquide épais à l'aide de bâtons de bois, leurs bras peints de différentes nuances de violet, du rose tendre au violet profond, jusqu'au coude. Mais le résultat en valait la peine. Le tissu, teint en violet tire, avait une propriété étonnante. Non seulement il ne se décolorait pas au soleil, mais il devenait plus brillant et plus riche avec le temps. Cette couleur est devenue un symbole de pouvoir et de divinité. Dans l'Empire romain, seuls les empereurs avaient le droit de porter des vêtements entièrement colorés en pourpre, et les sénateurs ne pouvaient s'offrir qu'une bande pourpre sur la toge. Même le mot porphyra, qui désigne la robe pourpre des souverains, provient d'une racine phénicienne. Mais les Phéniciens n'étaient pas seulement des maîtres de la pourpre. Leurs souffleurs de verre créaient des produits qui étonnaient les contemporains par leur beauté et leur élégance. Dans les ateliers de Sidon et d'autres villes phéniciennes, naissaient des récipients d'une telle finesse qu'ils semblaient souffler d'un air gelé. Le secret réside dans le sable spécial que les Phéniciens extrayaient à l'embouchure du fleuve Bellu. Ce sable était si pur que le verre soudé à partir de lui était aussi clair
que du cristal de roche. Les artisans phéniciens ont inventé de nombreuses techniques de verrerie qui semblaient magiques à leurs contemporains. Ils savaient fabriquer du verre multicolore, créant des motifs complexes de fils multicolores fusionnés. Leurs perles de verre qui brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel étaient convoitées de l'Espagne à l'Inde. Dans les coins les plus reculés du monde, où les échos de la civilisation avaient à peine pénétré, ces petites merveilles de verre étaient appréciées au même titre que les pierres précieuses. Imaginez un atelier de souffleurs de verre en pleine chaleur de midi. L'air frissonne sous l'effet de la chaleur des fours, où le sable fond à plus de 1000 degrés, se transformant en une masse épaisse et incandescente. Le maître, trempé de sueur, prend avec précaution une portion de verre en fusion à l'extrémité d'un long tube et commence à la souffler, formant les fines parois du futur vaisseau. Chaque geste demande précision et expérience, la moindre erreur, et le travail de plusieurs heures se transformera en un amas de tessons. Mais ce n'est pas seulement l'artisanat qui a fait la renommée des Phéniciens. Leur véritable vocation était la mer, les longs voyages vers des rivages inexplorés. Ils furent les premiers à s'aventurer au-delà du monde familier de la Méditerranée, les premiers à traverser des eaux que d'autres peuples considéraient comme le bout du monde. Vers le XIe siècle, avant J.C., les navires phéniciens ont franchi pour la première fois l'étroit détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique, les piliers d'Hercule, que l'on appellera plus tard Gibraltar. Pour les navigateurs de l'époque, il s'agissait d'un exploit comparable au premier vol dans l'espace. Au-delà du détroit s'étendait un océan inconnu, que les anciens appelaient l'Atlantique, la mer d'Atlas, ce titan qui tenait le firmament sur ses épaules. Les eaux de l'Atlantique rencontraient les Phéniciens différemment de la mer Méditerranée, calme et presque familière. Ici, les marées étaient inconnues dans leurs eaux natales, les tempêtes frappaient avec une force sans précédent et les brouillards pouvaient cacher le navire pendant des jours. Mais les Phéniciens n'ont pas abandonné. Ils fondèrent la ville de Gadir, sur la côte atlantique de l'Espagne. La future Cadix, l'une des plus anciennes villes d'Europe, qui existe encore aujourd'hui. De là, depuis les côtes atlantiques de l'Espagne, les navires phéniciens entreprennent des voyages encore plus audacieux. Un navigateur carthaginois du nom d'Himilcon a conduit ses navires vers le nord, le long des côtes de l'Europe, là où l'on disait qu'il y avait des terres riches en ambre. Les larmes pétrifiées du soleil, il est possible qu'il ait atteint la mer Baltique, le rivage de l'ambre, à partir duquel la pierre de soleil a été répandue dans le monde antique. Son frère Ganon a choisi la direction opposée.
Ces navires voyagent vers le sud, le long de la côte ouest de l'Afrique, où le soleil brûle sans pitié et où les côtes regorgent d'animaux invisibles. Dans ses notes, Gannon parle de terres où les gens vivent avec de la laine comme des animaux, de rivières pleines de crocodiles et de montagnes qui brûlent la nuit. Peut-être étaient-elles des volcans. Mais le plus étonnant de tous les exploits maritimes phéniciens fut un voyage effectué environ 600 ans avant J.C. pour le compte du pharaon égyptien Néchao II. Une petite flottille de navires phéniciens est partie de la mer Rouge avec la tâche apparemment impossible de faire le tour de l'Afrique et de revenir par la Méditerranée. Ce fut le premier tour d'un continent entier dans l'histoire de l'humanité. Cet incroyable voyage a duré 3 ans. Pendant 3 ans, les marins phéniciens ont navigué le long de côtes inconnues, débarqué en terre inconnue pour se réapprovisionner en eau et en nourriture, et même semé du grain et attendu la récolte lorsque les réserves de nourriture venaient à manquer. Ils ont vu le soleil se lever, non pas à l'est, mais au nord, alors que les navires contournaient la pointe sud de l'Afrique. Ils ont rencontré des peuples à la peau noire et aux coutumes étranges. Ils ont essuyé des tempêtes sur des mers inconnues. Et lorsqu'enfin, à partir de Gibraltar, leurs vaisseaux brisés pénétrèrent dans les eaux de la Méditerranée, le monde apprit que l'Afrique était entourée d'eau de tous les côtés. Mais surtout, l'humanité a compris qu'il n'y avait pas de mer impossible à traverser, ni de distance impossible à parcourir. Les Phéniciens ont prouvé que la Terre est plus grande qu'il n'y paraît, mais pas infinie, que l'océan n'est pas le bout du monde, mais la route vers de nouveaux mondes. De tels voyages nécessitaient non seulement du courage, mais aussi des connaissances précises en matière de navigation. Là encore, les Phéniciens ont été des pionniers. Ils ont été les premiers à apprendre à naviguer en haute mer à l'aide des étoiles. Avant eux, les navigateurs se blottissaient craintivement sur les rivages, s'orientant en fonction des caps et des îles qui leur étaient familiers. Les Phéniciens ont levé les yeux vers le ciel et ont fait des étoiles leurs guides. Une étoile était particulièrement importante pour eux, celle que nous appelons aujourd'hui Polaris. Les Phéniciens ont été les premiers à remarquer que cette étoile ne changeait pratiquement pas de position dans le ciel, alors que toutes les autres étoiles tournaient lentement autour d'elle. Ils lui ont donné leur nom et les Grecs, qui avaient appris la navigation auprès d'eux, ont commencé à l'appeler l'étoile phénicienne. Imaginez un capitaine phénicien sur le pont de son navire par une nuit sans lune, avec une eau noire et un ciel constellé d'étoiles. Il lève les yeux et trouve, parmi les milliers de points scintillants, celui qui lui indiquera le chemin du retour. Grâce à cette découverte, les Phéniciens pouvaient naviguer de nuit, ce qui leur donnait un avantage considérable sur leurs concurrents. Alors que les autres marins attendaient l'aube pour poursuivre leur voyage,
Les navires phéniciens naviguaient dans l'obscurité, guidés par les étoiles. Cela leur permettait de livrer les marchandises plus rapidement et d'être les premiers à pénétrer de nouveaux marchés. Mais ce ne sont pas seulement le commerce et la navigation qui ont valu aux Phéniciens une renommée immortelle. Leur plus grand cadeau à l'humanité a été une invention qui a changé le cours de l'histoire, l'alphabet. Avant l'arrivée des Phéniciens, l'écriture était l'apanage d'un petit nombre. Les hiéroglyphes égyptiens et leurs centaines de caractères complexes, le cunéiforme mésopotamien et ses combinaisons compliquées, tout cela nécessitait des années d'études et n'était accessible qu'aux prêtres et aux scribes. Les Phéniciens ont créé quelque chose de révolutionnaire. Un système d'écriture dans lequel chaque signe ne désigne pas un mot ou une syllabe, mais un simple son. 22 signes pouvaient être utilisés pour écrire n'importe quel mot dans n'importe quelle langue. Ce système d'écriture était destiné au peuple, aux marchands et aux artisans, à tous ceux qui souhaitaient consigner leurs pensées ou la conduite de leurs affaires. Imaginez un marchand phénicien consignant ses transactions, assis à l'ombre d'un auvent sur le pont d'un navire. Le papyrus bruisse dans le vent, la plume de roseau grince, tandis qu'il écrit des signes simples et clairs. Chaque lettre naît du mouvement d'une main habituée à la précision, celle-là même qui est nécessaire pour naviguer dans les étoiles ou peser des marchandises précieuses. Les lettres phéniciennes n'étaient pas de simples symboles abstraits. Chacune d'entre elles gardait la mémoire de l'objet qu'elle représentait autrefois. La lettre Aleph provient de l'image d'une tête de taureau, bête de l'image d'une maison, Gimel de la silhouette d'un chameau. Cette écriture est née de la vie, de l'expérience quotidienne d'un peuple qui avait l'habitude d'appeler les choses par leur nom. L'alphabet phénicien s'écrivait de droite à gauche et ne comportait pas de voyelles, seulement des consonnes. Les voyelles devaient être déterminées par le lecteur en fonction du contexte et de sa connaissance de la langue. Cela peut sembler gênant, mais en fait, ce système avait des avantages. Il était plus universel et permettait d'écrire des mots de différentes langues avec les mêmes caractères. Cet alphabet s'est répandu dans le monde entier aussi rapidement que les navires phéniciens parcouraient les mers. Les Grecs l'ont emprunté et ont ajouté des signes pour les voyelles, créant ainsi un alphabet au sens moderne du terme. Des Grecs, l'écriture est passée aux Romains et des Romains à tous les peuples d'Europe. Les Arabes, les Juifs et les Araméens ont tous créé leur propre système d'écriture à partir de l'alphabet phénicien. Et aujourd'hui, alors que nous écrivons ces lignes, nous bénéficions de l'héritage de ces anciens marins qui, il y a 3000 ans, flottaient sur les vagues de la mer Méditerranée. Chaque lettre que nous voyons sur la page ou l'écran remonte à des signes phéniciens gravés dans la pierre ou ancrés sur des papyrus à une époque où le monde était jeune et plein de mystères à découvrir. Le commerce a inévitablement conduit les Phéniciens à s'éloigner de plus en plus de leur rivage d'origine.
et les simples comptoirs commerciaux n'ont bientôt plus suffi. Il fallait des établissements permanents, des ports sûrs où les navires pouvaient attendre les tempêtes, se réapprovisionner en eau et en nourriture et réparer les voiles et les coques après un long voyage. C'est ainsi que commença la grande époque de la colonisation phénicienne, non pas la conquête par la force des armes, mais l'établissement pacifique dans toute la Méditerranée. Imaginez un capitaine phénicien qui, après de nombreuses semaines de navigation, trouve une baie commode avec de l'eau douce et des terres fertiles. Il débarque sur le rivage sans la terre ferme sous ses pieds après le balancement, respire le parfum des herbes et des fleurs inconnues. Ici, on peut construire un quai, des entrepôts pour les marchandises, des maisons pour les marchands. Ici, on peut créer une nouvelle maison, une nouvelle ville qui deviendra un maillon de la grande chaîne d'établissements phéniciens qui s'étendait d'un bout à l'autre de la Méditerranée. La colonisation phénicienne est particulière. Il ne s'agissait pas d'une migration d'agriculteurs à la recherche de nouvelles terres arables, comme chez les Grecs, ni d'une conquête militaire, comme chez les Romains. Les Phéniciens ont fondé leurs colonies à des endroits clés le long des routes commerciales, là où les routes maritimes se croisaient, là où les navires s'arrêtaient naturellement pour se reposer et se réapprovisionner. Leurs colonies étaient comme des perles enfilées sur les fils invisibles des voies maritimes. La première vague de colonisation a commencé dès le IIe siècle avant J.C., lorsque les marins phéniciens ont établi leurs premières colonies dans des terres lointaines, après s'être aventurés au-delà de leurs eaux nationales. En Afrique du Nord, ils ont construit Utica, une ville dont le nom signifie « ancienne » et qui était en effet l'une des plus anciennes colonies phéniciennes en dehors de la patrie. Sur la côte atlantique de l'Espagne, Gadir, la future Cadix, est devenue la porte de l'océan pour l'ensemble du monde antique. Les îles ont également attiré les Phéniciens en raison de leur position stratégique. En Sicile, ils ont fondé Motia, Panormos et d'autres villes qui contrôlaient les routes maritimes entre l'Afrique et l'Europe. La Sardaigne, Malte, Chypre, partout où la mer rencontre la terre, partout où un port commode peut être construit, des colonies phéniciennes voient le jour. Mais parmi toutes les colonies phéniciennes, il y en avait une qui était destinée à surpasser la gloire et la puissance même de ses villes d'origine. Il s'agit de Carthage, Kart Hadasht, qui signifie « ville nouvelle ». Sa fondation est entourée de légendes, et la plus belle d'entre elles raconte l'histoire de la princesse Élissa, que les Romains appelleront plus tard Didon. L'histoire commence à Tyr, dans le palais royal où l'air est parfumé par l'encens et les voix calmes des courtisans. Élissa était la sœur du roi de Tyr, mais après la mort de son frère, son nouveau souverain menaça sa vie.
La princesse décide alors de s'enfuir, emportant avec elle ses fidèles compagnons et quelques trésors du roi cachés dans les plis de ses vêtements et dans les compartiments secrets du navire. Les bateaux d'Élissa ont longtemps erré sur la mer à la recherche d'un endroit où s'installer. Un jour, alors que le soleil se couchait colorant l'eau d'or, ils aperçurent en la côte de l'Afrique du Nord une terre vallonnée avec des baies confortables et de l'eau douce. Élissa débarqua sur le rivage et demanda au chef local de lui vendre sa terre pour y établir une ville. Le roi accepta, mais à condition qu'elle puisse disposer d'autant de terre qu'elle pourrait en faire entrer dans la peau du taureau. Élissa accepta la condition, mais fit preuve de la ruse qui a toujours caractérisé les commerçants phéniciens. Elle fit découper la peau de bœuf en fines lanières qu'elle assembla en une longue corde. Avec cette corde, elle fit le tour d'une grande colline au bord de la mer et obtint un terrain suffisant pour construire une ville entière. Selon la légende, Carthage a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. La véritable histoire de son origine est bien sûr plus prosaïque. Un groupe de colons tyriens a choisi cet endroit en raison de ses avantages stratégiques. Carthage était située sur une péninsule loin de la mer, ce qui la rendait facilement défendable depuis la terre. Elle disposait d'un port commode, d'eau douce et de terres fertiles à l'intérieur des terres. Peu à peu, Carthage s'est développée et s'est enrichie. Lorsque, aux 8e et 7e siècles avant Gelsée, le pays phénicien a été frappé par des vagues de conquêtes, d'abord par les Assyriens, ensuite par les Babyloniens, puis par les Perses, Carthage a assumé le rôle de chef de file de la partie occidentale du monde phénicien. De frère cadet de Tyr, elle devient une puissance capable de rivaliser avec les grands empires. Le port de Carthage était une merveille d'ingénierie. Il se composait de 2 ports artificiels reliés par un étroit chenal. Le port extérieur, de forme rectangulaire, était destiné aux navires marchands. Il était toujours très animé. Des marchandes de différents pays déchargeaient des marchandises, réparaient les navires, concluaient des marchés. Les cris des déménageurs, le grincement des blocs et des cordes, les odeurs de résine, d'épices et de mer emplissaient l'air. Mais le véritable joyau du port était le port militaire intérieur, Coton. De forme circulaire, il était entouré de quais couverts pouvant accueillir plus de 200 navires de guerre. Au centre du port se trouvait une île sur laquelle se trouvaient l'amirauté et l'arsenal. L'ensemble du port était strictement confidentiel. Il était interdit aux étrangers non seulement d'y pénétrer, mais même de s'en approcher. Du côté de la mer, l'entrée de Coton était cachée par de hauts murs, de sorte que personne ne pouvait voir combien de navires se trouvaient à l'intérieur. Imaginez ce port étonnant à l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil illuminent les mâts et les voiles de centaines de navires. La surface de l'eau est couverte de légères ondulations qui reflètent la lumière dorée.
L'air est encore frais et une légère brume s'élève de l'eau. Quelque part, les rames des patrouilleurs en service grincent et l'on entend les voix étouffées des marins qui préparent les navires à prendre la mer. Mais Carthage était bien plus qu'un port et un centre commercial. C'était une ville à la vie spirituelle riche, où se mêlaient croyances anciennes et influences nouvelles. La religion phénicienne était complexe et multiforme, reflétant à la fois son lien avec la mer et ses racines anciennes. La divinité suprême du panthéon phénicien était Elle, le créateur de l'univers, le père des dieux et des hommes. Son nom résonnait dans les prières offertes par les marins lors de leur long voyage. Mais dans la vie de tous les jours, les dieux qui influençaient directement le destin des gens étaient plus importants. Baal, le Seigneur, le dieu des tempêtes et de la fertilité, dont les faveurs étaient recherchées par les agriculteurs et les marins. Astarté, la grande déesse mère, patronne de l'amour, de la fertilité et de la guerre, qui était honorée à Carthage sous le nom d'Acouphène. Une place particulière dans le panthéon phénicien était occupée par Melkart, le dieu patron de la Tyrie, protecteur des marins et fondateur de colonies. Les Grecs l'identifiaient à Héraclès et, en effet, nombre des exploits du héros mythique, du voyage à la recherche de la toison d'or à la fondation de villes au bout du monde, ressemblent à ceux des marins phéniciens. Les temples de Melkart se dressaient dans toutes les colonies phéniciennes et les marins lui faisaient des sacrifices avant de prendre la mer, lui demandant protection pour le long voyage. Les temples phéniciens n'avaient rien à voir avec les grandes structures égyptiennes ou grecques. Ils ressemblaient plutôt à des bosquets sacrés et à des lieux élevés en plein air où les autels étaient placés parmi des arbres anciens. Dans ces lieux, l'air était empli de l'arôme de l'encens brûlé, myrrhe, encens, casse. La fumée des sacrifices s'élevait vers le ciel, emportant avec elle les prières et les demandes des croyants. Mais la religion phénicienne avait un côté sombre qui horrifiait même ses contemporains. Il s'agit des sacrifices humains, en particulier des sacrifices d'enfants qui étaient offerts en cas de grande calamité ou lors de la fondation de nouvelles villes. Les archéologues ont découvert à Carthage et dans d'autres villes phéniciennes des enceintes sacrées spéciales, les tophets, où étaient conservées les urnes contenant les cendres des enfants sacrifiés. Ces lieux étaient entourés d'un sombre mystère. Imaginez un bosquet sacré à la périphérie de la ville, avec des rangées de stèles de pierre entre de vieux arbres. Sous chaque stèle est enterrée une urne contenant des cendres, et sur la pierre est gravée une inscription, une dédicace à Baal-Ammon ou Tinit. L'air qui règne ici est particulier, calme, solennel,
rempli du sentiment de la présence de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Les auteurs anciens, ennemis de Carthage, ont décrit ces rituels sous des couleurs lugubres. Comment les enfants étaient brûlés vifs dans les bras d'une statue de bronze chauffée au rouge. Comment leurs cris étaient étouffés par le son des flûtes et des tambours. Les chercheurs modernes suggèrent qu'en réalité, les enfants étaient tués avant d'être livrés aux flammes, mais l'essence du rituel n'en est pas moins tragique. Cette coutume remonte probablement à l'Antiquité, lorsque les gens croyaient que les dieux exigeaient les sacrifices les plus coûteux en échange de leur patronage. À Carthage, ces sacrifices étaient très répandus, surtout en période de danger, pendant les guerres, les épidémies et les mauvaises récoltes. Les parents pensaient qu'en sacrifiant leur enfant, ils sauveraient la ville et assureraient la prospérité des autres enfants. Mais avec le temps, cette coutume cruelle s'est progressivement assouplie. À la fin de l'histoire de Carthage, les sacrifices d'enfants sont de plus en plus souvent remplacés par des animaux, agneaux, chèvres. Après la conquête romaine, la tradition fut définitivement éradiquée. Les tophètes furent abandonnés, leurs stèles recouvertes de mousse, et ce n'est que plusieurs siècles plus tard que les archéologues purent révéler au monde cette page sombre de l'histoire phénicienne. Mais il serait injuste de juger les Phéniciens sur ce seul aspect de leur religion. Après tout, les sacrifices humains étaient pratiqués par de nombreux peuples de l'Antiquité. Et les Phéniciens ont apporté au monde bien plus de lumière que d'obscurité. Leurs navires transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des connaissances, des idées et des traditions culturelles. Leur alphabet a ouvert l'écriture à tous les peuples. Leur navigation a élargi les frontières du monde connu. Les villes phéniciennes étaient pleines de vie, de couleurs et de bruit. Sur les marchés, les marchands proposent des produits du monde entier. Soieries de la Chine lointaine, épices de l'Inde, ambre des mers du Nord, hors d'Afrique. Des artisans travaillent dans les ateliers, dont les produits sont réputés dans toute la Méditerranée. Des navires battant pavillon de différents pays accostent dans les ports, et l'air est rempli de discours dans des dizaines de langues. Les femmes phéniciennes jouissaient d'une plus grande liberté que leurs consoeurs des autres civilisations antiques. Elles pouvaient posséder des biens, faire du commerce et participer aux cérémonies religieuses. Nombre d'entre elles accompagnaient leurs maris lors d'expéditions commerciales et les colonies phéniciennes étaient souvent fondées par des familles entières et pas seulement par des colons masculins. Les enfants des familles phéniciennes recevaient une éducation pratique. Les garçons apprenaient à connaître la mer, le commerce et l'artisanat. Ils savaient lire les étoiles, déterminer la qualité des marchandises et négocier avec les étrangers.
Les filles apprenaient à tenir un ménage, mais aussi les rudiments du commerce, car la femme d'un marchand phénicien devait être capable de gérer les affaires en l'absence de son mari. Les maisons phéniciennes ont été construites pour assurer le confort dans le climat méditerranéen chaud. Les toits plats servaient de terrasses où les familles passaient des soirées fraîches à contempler la mer et les étoiles. Les cours intérieures protégeaient de la chaleur et créaient un environnement plus frais. Les murs étaient décorés de fresques représentant des scènes maritimes, des animaux exotiques, des fleurs et des fruits. L'alimentation des Phéniciens reflétait leur lien avec la mer et les terres lointaines. Le poisson et les fruits de mer, complétés par des légumes, des fruits, de l'huile d'olive et du vin, constituaient l'essentiel de la nourriture. Mais sur les tables des riches marchands, on trouvait aussi des épices rares venues d'Orient et des fruits exotiques provenant de pays lointains. Les Phéniciens ont été parmi les premiers à apprendre à conserver le poisson dans le sel, ce qui leur permettait d'emporter des provisions lors de longs voyages. Mais même les civilisations les plus puissantes ne sont pas éternelles, et la domination phénicienne sur les mers était destinée à se heurter à une force qui a réécrit toute l'histoire de la Méditerranée. À l'ouest de l'Italie, parmi les collines du Latium, se développa une ville qui, à première vue, semblait n'être qu'une parmi tant d'autres, Rome. Ses habitants étaient des agriculteurs et des guerriers, des hommes de la terre pour qui la mer était depuis longtemps un élément étranger. Mais les Romains avaient un trait qui les distinguait de tous les autres peuples de l'Antiquité. Ils ne renonçaient jamais. Imaginez un moment de l'histoire où deux grandes puissances, l'empire maritime des Phéniciens et la puissance terrestre de Rome, se sont retrouvés face à face. Cela s'est produit au IIIe siècle avant JC, lorsque les légions romaines ont mis le pied en Sicile pour la première fois. L'île était une pomme de discorde, trop importante, trop riche pour être possédée par une seule personne. La Sicile contrôlait les routes maritimes entre l'Afrique et l'Europe, et celui qui régnait sur l'île contrôlait toute la Méditerranée occidentale. C'est ainsi que commença la première guerre punique, le premier des trois grands conflits qui s'étendirent sur près d'un siècle, de 264 à 146 avant JC. Le mot punique vient du nom latin des Phéniciens, Puns, et ces guerres constituèrent le dernier chapitre de l'histoire de la grande civilisation maritime. Le mot punique vient du nom latin des Phéniciens, Pans, et ces guerres ont été le dernier chapitre de l'histoire d'une grande civilisation maritime. Au début, il semble que les Romains n'aient aucune chance. La marine carthaginoise contrôlait les mers depuis des siècles. Les amiraux carthaginois connaissaient tous les vents, tous les courants, tous les hauts fonds dangereux. Leurs navires étaient plus rapides, plus maniables et leurs équipages plus expérimentés.
lorsque les trirèmes carthaginoises, avec leurs béliers acérés et leurs 3 rangées de rames, apparaissent à l'horizon, peu de navires osent les affronter. Mais les Romains avaient une capacité remarquable à apprendre de leurs ennemis. Lorsqu'une tempête a jeté un navire carthaginois sur le rivage italien, les artisans romains ont étudié sa construction dans les moindres détails. En quelques mois, ils construisent une flotte entière sur le modèle carthaginois. Mais les Romains y ajoutent un élément qui leur est propre, une merveilleuse invention, le corbeau. Il s'agissait d'une plateforme d'embarquement mobile munie d'un crochet à son extrémité qui pouvait être abaissé sur le pont d'un navire ennemi et lier fermement les navires entre eux. La bataille navale se transforme en bataille terrestre où les légionnaires romains, les meilleurs fantassins du monde antique, ont l'avantage. Imaginez ce moment, 2 navires liés par l'étreinte de fer du corbeau et des soldats romains vêtus de manteaux rouges, l'épée au clair, qui courent sur les 3 ponts, transformant le pont du navire ennemi en champ de bataille. La première guerre a duré 23 ans et s'est terminée par la défaite de Carthage. Les Phéniciens perdirent la Sicile, la Sardaigne et la Corse, des îles qui avaient été leurs fiefs pendant des siècles. Mais le coup le plus dur est qu'ils doivent payer un énorme tribut et limiter la taille de leur flotte. Les seigneurs de la mer du monde entier ressentent pour la première fois l'amertume de la défaite. Cependant, l'esprit de Carthage n'est pas brisé. Une nouvelle génération grandit dans la ville qui se souvient de sa grandeur passée et rêve de revanche. Parmi eux se trouvait un garçon nommé Hannibal, fils du général carthaginois Hamilcar Barca. Alors qu'Hannibal n'avait que 9 ans, son père l'amena devant l'autel et lui fit jurer de vouer une haine éternelle à Rome. Ce serment détermina tout le destin futur d'Hannibal, de Carthage et de Rome elle-même. Hannibal a grandi en Espagne, où les Carthaginois avaient créé un nouvel empire pour compenser leurs pertes en Méditerranée. C'est là, dans les montagnes et les vallées ibériques, qu'il a appris l'art de la guerre, qu'il a appris à comprendre les gens de tribus et de nations différentes, et qu'il a appris ce qui allait faire de lui l'un des plus grands généraux de l'histoire, la capacité d'unir des gens différents autour d'un objectif commun. À 26 ans, Hannibal devient commandant en chef des armées carthaginoises en Espagne. Il prend alors une décision qui choque le monde antique. Au lieu d'attendre les Romains en Espagne ou de partir à leur rencontre par la mer, il décide d'attaquer Rome là où personne ne l'attendait, par le nord, à travers les Alpes. Imaginez cette incroyable expédition. 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre. Une armée immense, parlant des dizaines de langues et suivant son jeune commandant à travers la moitié de l'Europe. Ils traversent les Pyrénées, parcourent la Gaule, passent le Rhône à gué et arrivent dans les Alpes, ces formidables montagnes que les Romains considéraient
comme une forteresse naturelle insurmontable. La traversée des Alpes est devenue légendaire du temps d'Hannibal. Imaginez des chemins de montagne étroits, où un homme peut à peine marcher, et une armée entière avec des chariots et des éléphants se déplaçant le long de ces chemins. Imaginez les tempêtes de neige, les éboulements, les attaques des tribus montagnardes. En 15 jours de voyage, l'armée a perdu près de la moitié de ses effectifs, mais ce qui reste est endurci dans le creuset de l'adversité et prêt à tout pour son chef. Lorsque Hannibal descend dans les vallées du nord de l'Italie, les Romains n'en croient pas leurs yeux. Un ennemi est apparu là où sa présence semblait impossible. Et cet ennemi n'était pas seulement nombreux, il était dirigé par un commandant de génie. Hannibal remporte bataille sur bataille, à Trébia, au lac Trasimène, et finalement à Cannae, en 216 AVI. Jussi, il défait les Romains d'une manière telle qu'elle devient synonyme de désastre militaire. Lors de la bataille de Cannae, Hannibal a utilisé une tactique que les militaires étudient encore aujourd'hui. Il a attiré les légions romaines dans un piège, les a encerclées et a détruit une armée presque 2 fois plus nombreuse que la sienne. 70 000 Romains meurent sur le champ de bataille, dont le consul et la plupart des sénateurs de la campagne. Rome semblait condamnée, mais les Romains ont, une fois de plus, montré le trait qui les rendait invincibles. Ils n'ont pas abandonné. Au lieu de négocier la paix, ils ont commencé à se préparer à une guerre encore plus acharnée. Ils utilisent contre Hannibal les mêmes tactiques que les Phéniciens avaient utilisées contre leurs ennemis pendant des siècles. Au lieu d'une confrontation directe, ils évitent les batailles décisives en épuisant l'ennemi, en s'attaquant à ses communications, en le privant de renforts. Hannibal a passé 15 ans en Italie, a gagné presque toutes les batailles, mais n'a pas pu réaliser l'essentiel, forcer les villes italiennes à s'éloigner de Rome. La Confédération romaine est plus forte qu'il ne l'espérait. Pendant ce temps, les Romains déplacent la guerre en Espagne, où le jeune général Publius Cornelius Scipio, celui que l'on appellera plus tard l'Africain, reprend toutes les possessions carthaginoises. Le dénouement eut lieu en l'an 202 avant J.C. dans le désert africain, près de la ville de Zama. C'est là que Hannibal, rappelé d'Italie pour défendre sa ville natale, rencontra Scipion dans une ultime bataille. Les 2 plus grands généraux de leur époque se sont affrontés dans un duel qui allait décider du sort de la Méditerranée occidentale. La bataille de Zama n'est pas seulement un affrontement d'armées, mais aussi un concours d'intelligence. Scipion avait appris les tactiques d'Hannibal et réussi à les retourner contre lui. Les éléphants carthaginois, au lieu d'écraser les rangs romains, sont mis en fuite et piétinent leur propre infanterie. La cavalerie carthaginoise, qui avait toujours été le point fort de l'armée d'Hannibal, fut vaincue par les cavaliers numides qui avaient fait défection à Rome. La défaite est totale et définitive. Carthage perd toutes ses possessions
En dehors de l'Afrique, sa flotte est réduite à 10 navires et la ville est soumise à une contribution à payer pendant 50 ans. Le grand empire maritime est devenu un petit État africain sous protectorat romain. Mais les Romains ne sont pas satisfaits pour autant. Carthage a trop longtemps été leur rival et trop de sang a été versé dans les guerres qui les ont opposés. Au Sénat romain, on entend de plus en plus souvent les mots de Marcus Porcius Cato. Carthage doit être détruite. Il prononçait ces mots à la fin de chaque discours, quel que soit le sujet abordé. Les impôts, les routes, toutes les questions d'État. Les Romains trouvèrent un prétexte pour déclencher une nouvelle guerre. Lorsque les Carthaginois, poussés au désespoir par les raids du roi voisin Massinissa, entament les hostilités sans l'autorisation de Rome, il s'agit d'une rupture du traité de paix. La troisième guerre punique commence en 149 avant Jésus-Christ, mais il ne s'agit plus d'une guerre, mais d'une exécution. L'armée romaine, sous le commandement de Scipion et Aemilianus, petit-fils adoptif du vainqueur Hannibal, assiège Carthage. Pendant 3 ans, ce siège dure. Pendant 3 ans, les habitants de la ville résistent, espérant un miracle qui n'arrive pas. Ils fondent des bijoux pour fabriquer des armes. Les femmes se coupent les cheveux pour faire des cordes d'arc. Ils se nourrissent de cuir, de rats, de cadavres humains. Au printemps de l'année 146 avant, Jassé, les Romains envahissent la ville. 6 jours de massacres se poursuivent dans les rues de Carthage. Les maisons brûlent, les habitants meurent sous les décombres ou sous les épées des légionnaires. 50 000 survivants sont vendus comme esclaves. La ville fut rasée et l'endroit où elle se trouvait fut maudit et salé pour que rien n'y pousse jamais. Ainsi s'achève l'histoire de Carthage et, avec elle, celle de la civilisation phénicienne en tant que puissance indépendante. Rome devient le seul maître de la mer Méditerranée que les Romains commencent à appeler notre mère, Mare Nostrum. Mais il serait faux de penser qu'avec la chute de Carthage, tout l'héritage phénicien a disparu. Les Phéniciens ont trop donné au monde pour que leur contribution soit anéantie par un seul désastre militaire. Leur alphabet a continué à vivre et à évoluer, devenant la base de l'écriture de nouvelles nations. Leurs routes commerciales n'ont pas disparu. Elles sont désormais empruntées par des navires romains. Leurs villes ont continué d'exister sous de nouveaux noms et de nouvelles autorités. Mais surtout, les Phéniciens ont légué au monde une idée. L'idée que la mer ne divise pas, mais relie. Que le commerce vaut mieux que la guerre. Que des peuples différents peuvent vivre en paix et s'enrichir mutuellement.
Ils ont montré qu'il est possible d'être grand, non pas en conquérant des terres par la force des armes, mais en créant des liens entre les peuples pour un bénéfice mutuel. Les navigateurs phéniciens ont été les premiers à comprendre que la terre est plus grande qu'il n'y paraît, mais qu'elle n'est pas infinie, qu'au-delà de l'horizon ne se trouvaient pas les limites du monde, mais de nouvelles terres habitées par des gens avec lesquels ils pouvaient apprendre et commercer. Ils ont élargi le monde pour tous ceux qui sont venus après eux. Lorsque nous lisons un livre aujourd'hui, nous utilisons leur invention. Lorsque nous voyons un navire dans le port, nous voyons la réalisation de leur rêve de route maritime. Lorsque nous étudions une carte du monde, nous voyons les côtes qu'ils ont été les premiers à tracer sur leur carte primitive. Les Phéniciens ont appris à l'humanité que le monde est grand et beau, qu'il y a de la place pour tout le monde et que la meilleure façon de le découvrir est de prendre la mer et de mettre les voiles au vent. Les soirs tranquilles, lorsque le soleil se couche derrière l'horizon et que la mer est aussi calme qu'un miroir, on peut presque entendre leur voix, le bruit des rames, le grincement des cordages, les ordres des capitaines. Quelque part, au-delà des frontières du visible, des navires aux voiles violettes naviguent encore sur les routes maritimes tracées il y a 3000 ans, transportant des trésors non pas d'or et d'argent, mais de connaissances et de découvertes. Et les Phéniciens ont disparu, mais ils restent avec nous dans chaque lettre que nous écrivons, dans chaque navire qui prend la mer, dans chaque découverte qui élargit notre compréhension du monde. Ils restent dans nos rêves de terres lointaines et de rivages inexplorés, dans notre désir de connaissance et d'aventure. Aujourd'hui, alors que notre monde est devenu global, que les bateaux et les avions relient les continents, que les informations sont transmises instantanément à travers les océans, nous comprenons particulièrement bien que les Phéniciens n'étaient pas seulement un peuple ancien, ils étaient les précurseurs de notre époque, les pionniers de la mondialisation. Le peuple qui a compris pour la première fois que le monde est un et que nous sommes tous les passagers d'un grand navire appelé la Terre. Bonne nuit, chers auditeurs. Puissiez-vous rêver des voiles pourpres des navires phéniciens voguant sur les vagues bleues vers le soleil levant. Nous nous reverrons lors de nos voyages nocturnes à travers le temps et l'espace, où chaque histoire est une invitation à réfléchir à la beauté et à l'extraordinaire de notre monde.